Du coup, est-ce que Sabine Bonneau est là? Je crois que je l'ai Oui, je vue. suis en ligne. Oui. Bonjour Alice. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, pareil, je crois que c'est toi enfin, tu me disais que c'était toi qui allais diffuser la présentation, donc je te laisse partager ton écran. D'accord, parfait. Donc, je partage l'écran. J'ai des soucis de qualité de connexion. Donc, voilà, à moins que je n'ai Ok, un signal comme quoi c'est meilleur, je mettrai la caméra, mais sinon, je ne vais pas mettre en danger d'intervention pour ça. Donc, dites-moi si vous voyez bien ok, l'écran. c'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez Oui, bien également? Ok, ça marche. Donc, ça veut dire que le oui, signal n'est pas si mauvais que ça. Merci Alice, merci à tous pour cette invitation. Ravie de vous retrouver autour de cet enjeu important. Pour présenter quand même l'Institut qui fait partie du consortium qui porte le Planet Score que je vais présenter aujourd'hui. En termes de contexte, donc l'ITAB existe depuis une quarantaine d'années. C'est un institut d'essence associative reconnu d'intérêt général qui est au service de la transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation. Ce qui veut dire qu'on travaille bien entendu pour améliorer, accompagner les techniques en bio, mais qu'on travaille aussi beaucoup sur la question du transfert pour contribuer aux pratiques agroécologiques sur le reste des pratiques. C'est une structure qui est à la fois qualifiée par le ministère de l'Agriculture comme Institut technique agricole et comme Institut technique agroalimentaire. Et nous sommes sur la totalité des filières, donc aussi bien les fruits et légumes, la viticulture que les porcs, les volailles ou les ruminants. Ce qui fait qu'on n'a pas d'enjeu filière dans ce dossier, je préfère le dire très clairement. On a vraiment le souci de poser sur la table un outil au service de l'intérêt général et qui permettent de créer du discernement sur ces enjeux d'impacts environnementaux. Donc, on essaye systématiquement dans nos travaux, et compte tenu de la nature de l'Institut, de faire le lien globalement du bouclage des cycles entre le végétal et l'animal notamment, et puis le continuum de l'amont à l'aval sur les thématiques de durabilité. Dernière chose, l'Institut est mandaté assez régulièrement sur des questions d'évaluation environnementale, donc la question des externalités de l'agriculture notamment, par les pouvoirs publics. Nous venons d'ailleurs d'avoir une nouvelle commande du ministère de la Transition écologique sur un dossier qui va durer 2 ans sur l'évaluation comparative des aménités d'agriculture, de différentes formes d'agriculture, dont l'agriculture biologique. Voilà, donc c'est des exercices dont on est assez coutumier. Quand nous faisons ce type d'exercice pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, nous faisons de la méta-analyse de publications scientifiques internationales. Et donc, le rapport auquel faisait référence Shafik Hassal est un rapport basé sur de la bibliographie internationale exclusivement et pas des productions de l'Institut. Également, pour revenir sur un point qui a été mentionné tout à l'heure, et puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet, les ACV ne sont pas forcément, vous le verrez, un outil idéal. Et notamment, c'est consensuel avec des structures comme l'INRA, qui a publié en 2020 là-dessus des éléments très clairs, disant notamment textuellement que l'utilisation de l'analyse de cycle de vie telle qu'elle existe aujourd'hui pour comparer des systèmes, et notamment des systèmes entre eux et des systèmes agroécologiques, a mené à des conclusions erronées. Donc, on verra ça tout à l'heure en détail, mais pour vous présenter très rapidement le Planet Score, donc sur sa construction, simplement graphiquement, à quoi il ressemble. Donc, c'est une étiquette sur laquelle on a à la fois une note agrégée, qui est la note qui est en haut, qui va de A à E, donc très intuitive, et également en dessous les 3 sous-enjeux clés qui rentrent en compte dans le calcul de la note, qui sont pesticides, biodiversité et climat. Je reviendrai là-dessus dans les études consommateurs qu'on a pu conduire pour expliquer à la fois en termes méthodologiques, mais également réception et pédagogie, pourquoi on est arrivé à ces 3 indicateurs. Et puis avec une mention supplémentaire pour les produits issus de l'élevage ou les produits contenant des produits issus de l'élevage, soit qu'ils soient dans la dénomination commerciale, soit qu'ils représentent plus de 15% de la recette, qui est donc un niveau très simple en 3 points, vert, orange, rouge, qui est basé sur un travail fait notamment avec le CIWF et base bibliographie scientifique, bien sûr. Donc ça, c'est la charte graphique qui est en train d'être finalisée puisque beaucoup de structures nous la demandent. Donc on va la sortir puisqu'on nous demande déjà comment ça va se passer pour le on-pack et on est en train de traduire les étiquettes pour le passage à l'international, donc notamment en allemand et en anglais. Donc bien sûr, la marque est protégée et les conditions d'usage sont protégées. L'approche qui a été adoptée pour le Planet Score, donc c'est bien sûr un travail collaboratif, même si aujourd'hui c'est moi qui vous le présente, c'est vraiment un travail qui a été collectif, avec à la fois un volet méthodologique qui a permis d'abord de poser les carences de l'ACV pour pouvoir faire des propositions d'amélioration et de complément, ainsi qu'une méthode évidemment d'agrégation et de calcul de score. Et puis un volet consommateur qui a été demandé également dans le cadre de l'expérimentation, où on a travaillé à la fois en sciences comportementales et notamment avec BVA qui a conçu le Nutri-Score pour l'État, et ensuite avec des études qualitatives en magasin, donc dans des surfaces fort différentes, puisqu'on a eu la chance d'être accueillis dans des surfaces de Lidl et de Biocoop, en zone urbaine, périurbaine et rurale,
pour aller mener 8 journées. Alors, ce sont des enquêtrices expérimentées qui ont mené les enquêtes, mais 8 journées en magasin sur différents types de rayons et avec différents types d'étiquettes agrégées ou composites. Donc, nous avons déposé en juillet la preuve de concept. Beaucoup d'évolutions ont eu lieu depuis, puisqu'on est une dizaine de personnes à n'avoir aucune vacance depuis 12 mois. Et le lancement du déploiement test est en cours. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà un petit screenshot de l'équipe. Donc, sachant que vous avez donc, dans cette équipe à la fois l'Institut DAB, Sayari, qui est un des 3 bureaux d'études qui a conçu Agribalis pour l'État, donc qui a livré Agribalis 3.0 à l'automne 2020, et Hélène Lepetit, qui dirige depuis 20 ans des instituts de sciences comportementales et études marketing. Parmi les gens que vous voyez ici, vous avez notamment Céline Gentil dans nos équipes, qui est une experte ACV, qui a fait donc sa thèse sur les enjeux de toxicité, écotoxicité en ACV, et qui est attachée à un groupe de travail de la Commission européenne sur le PEF. Et également Anne-Claire Azin, qui participe également à un autre groupe de travail, donc ACV Biodiversité, donc elle est experte depuis une dizaine d'années sur ACV et Biodiv. Donc, groupe de travail auprès de la Commission européenne ACV Biodiv, et elle est également attachée à une expertise de l'ONU sur l'ACV et la biodiversité. On s'est entouré également de scientifiques supplémentaires en appui sur les domaines d'expertise spécifiques sur lesquels on avait besoin de renfort, donc notamment sur la façon d'approcher la question de la quantification de la biodiversité, ce qui est un enjeu extrêmement complexe, vous vous en doutez. Donc là, on a travaillé notamment avec Christian Boxtaller de l'INRA sur le logiciel Contra pour approcher en quali-quanti les externalités, puisque là, il s'agit quand même de produire des chiffres, si on veut faire des scores. On s'est appuyé également sur l'INSERM, des équipes de l'INSERM sur les enjeux de toxicité, sur des équipes de l'IDRIS sur la compréhension des enjeux méthane, PRG méthane, sur l'équipe d'Oxford également, sur l'équipe du DTU également, Peter Funke, sur les enjeux métaux lourds. Voilà, donc une équipe scientifique qui a été vraiment très large, on va dire, et puis également des parties prenantes de la société civile, avec qui, dès le départ, on a souhaité avoir des réunions très régulières. Alors, pas pour construire la méthode, bien sûr, à la base scientifique reste l'affaire des scientifiques, mais par contre, pour être vraiment en phase avec les attentes d'information et avec les enjeux, la perception des enjeux d'évolution et de durabilité environnementale telles qu'elles sont perçues par ces structures, et des structures qui sont souvent excessivement compétentes scientifiquement d'ailleurs dans leur domaine d'expertise environnementale. Et également des structures, vous en voyez une ici, c'est WF, qui sont sur les enjeux d'évaluation du bien-être animal. On a également été approché, donc on n'a fait absolument aucune démarche de notre propre fait par beaucoup d'acteurs économiques depuis 1 an, qui sont engagés dans des démarches de progrès, qui voient venir l'affichage environnemental et qui souhaitaient voir dans quelle mesure, donc on est maintenant au plus près de la réalité avec le déploiement test, mais dans quelle mesure l'affichage environnemental pouvait donner à voir certaines de ces démarches vertueuses. C'est ça qui nous a ouvert d'ailleurs la porte de magasin. Et puis donc c'est à la fois des enseignes, des entreprises de transformation agroalimentaire et des groupements de producteurs. Voilà, donc il n'y a pas d'entreprise qui soit évidemment dans la construction du Planet Score. Par contre, là, nous sommes vraiment avec les entreprises pour de la collecte de données et du scoring. Voilà un petit panorama. Alors ça, c'était le panorama il y a 4 semaines. Des acteurs qui, pour certains d'entre eux d'ailleurs, comme Lidl ou Auchan ou carrément, ou Monoprix et Franprix, fait des communiqués de presse officiels en faveur du Planet Score. Donc voilà un screenshot des entreprises qui avaient il y a un mois dit qu'elles allaient scorer. Aujourd'hui, on n'est plus à 35, mais il y a presque une soixantaine d'entreprises, dont beaucoup plus d'entreprises généralistes qui ont rejoint la démarche. Donc il y aura probablement des éléments d'information là-dessus dans les semaines à venir pour faire un petit bilan de qui est engagé dans les scores et pour celles qui le souhaitent, à quoi ressemblent les scores. Pour reprendre un peu de perspective sur cet enjeu de l'affichage environnemental, le point c'est bien, et c'est ce que dit explicitement l'État, de faire évoluer les pratiques des acteurs de l'agroalimentaire dans le sens de la transition écologique. Donc bien sûr en passant par le levier des actes d'achat des consommateurs, avec l'exemple du Nutri-Score qui est que en gros les produits AE sont censés augmenter, les produits D et AB augmentent et les produits D et E ont plutôt tendance à voir leur vente baisser. Donc ça provoque en fait des effets de reformulation ou d'éco-conception de la part des transformateurs, notamment des enseignes. Donc c'est bien clair qu'aujourd'hui on est sur la commande qui est le volet 1, c'est-à-dire l'information du consommateur, mais que pour nous ça reste absolument indissociable de quelque chose qui doit pouvoir mener à de l'éco-conception, c'est-à-dire un outil qui soit suffisamment fin pour permettre ça. Et avec donc des leviers concrets d'amélioration pour permettre des allégations sur le scoring.
Deuxième point très important, c'est que quoi qu'il arrive et quelles que soient les filières, l'impact essentiel environnemental tel qu'il est référencé en tous les cas dans Agribalise, donc pour environ 85% en moyenne, et ça peut être plus fort sur certaines filières, est bien sur la partie at farm gate, c'est-à-dire avant même que ça ne sorte des fermes. Ce qui veut dire que le reste, alors ça ne veut pas dire que ça n'est pas important, mais le reste est très minoritaire dans l'évaluation des impacts, d'autant plus qu'il manque pas mal d'impacts à l'échelle de la production agricole encore aujourd'hui en ACV. Donc ça veut dire que cette partie-là serait encore sous-pondérée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc tout ce qui est transport, emballage, transformation, chaîne du froid, etc., ce sont des éléments minoritaires dans les évaluations. L'ADEME ne dit pas autre chose d'ailleurs, puisque en matière d'éco-conception, c'est bien l'étape de production agricole qui est prépondérante pour l'amélioration des systèmes alimentaires. Donc en fait, quand on parle d'affichage environnemental, on parle de ça, on parle de nos productions en France et ailleurs, on parle de nos territoires, on parle de nos modes d'élevage, on parle aussi de tout ce qui est déforestation ou traitement phytosanitaire par exemple. Donc oui, l'affichage environnemental va challenger logiquement les systèmes de production, en production animale et en production végétale. C'est un outil qui devrait idéalement rendre visible les démarches de progrès. En tous les cas, c'est bien ce que veut faire le Planet Score et ce qu'il fait, et notamment sur les enjeux environnementaux globaux. Et puis, il y a un enjeu de pédagogie et de crédibilité des filières et des entreprises, puisqu'on est face à des attentes extrêmement fortes des consommateurs et des citoyens sur certains critères. J'y reviendrai tout à l'heure. On a deux enjeux essentiels, ça a été évoqué tout à l'heure, à la fois la végétalisation de l'alimentation, donc un enjeu de shift régime vers moins de produits, et notamment moins de protéines issues de l'élevage, et plus de produits végétaux. Et puis un deuxième enjeu, donc là je vous renvoie au rapport de l'IDRI qui est sorti fin octobre, un enjeu d'évolution des systèmes de production dans des démarches plus vertueuses ou moins impactantes, donc aussi bien en élevage qu'en production végétale. Et pour cela, la commande, c'était bien un socle transversal qui permettent de différencier à la fois en intercatégories, ce qui, comme l'a dit Shafik, est assez simple. Voilà, différencier un œuf d'une carotte ou d'un steak, c'est très très simple en ACV. C'est beaucoup plus compliqué en intracatégorie et c'est bien l'enjeu en fait de la majorité du travail. Sinon, on prend simplement Agribalise, on s'arrête là et ça suffit. Il n'y a pas besoin de se lancer dans des choses extraordinairement compliquées. Donc les indicateurs complémentaires qui ont été évoqués tout à l'heure et qui sont effectivement également mobilisés de manière forte dans le Planet Score sont les seuls outils qui permettent d'avoir des indications d'arbitrage intercatégorie. La question quand même qui se pose quand on dit, et c'est ce que dit l'État, qu'on veut orienter les actes d'achat via l'information consommateur, c'est on cherche à les orienter du coup vers quoi? Parce que dire plus végétal, c'est relativement facile et consensuel. Dire vers quel système de production, les échanges de tout à l'heure l'ont bien montré, c'est beaucoup moins consensuel. En tous les cas, les avis peuvent être assez divergents là-dessus. Donc, la question du cap a été posée très clairement après la publication du rapport de l'IDRI. Ce rapport est un rapport dont l'objectif était de révéler les visions qui sont sous-tendues implicitement, en général, par les méthodes de calcul. Donc, sur les deux rapports qui viennent d'être publiés, je vais revenir un petit peu là-dessus. On a un rapport du Conseil scientifique qui donne quelques grandes lignes à la fois sur le format d'affichage, où on a une convergence sur le fait que le format d'affichage le plus performant est bien le format analytique. Le format qui a été testé par l'INRA et l'ADEME est un format qui ressemblait beaucoup au Planet Score, où simplement pesticides étaient remplacés par exposition humaine. Mais malgré le manque de clarté de ce terme, c'est quand même celui qui a surperformé par rapport à tous les autres. Et également qui pose quelques, pour l'instant, grands principes méthodologiques sur lesquels à peu près tout le monde est d'accord pour l'instant, c'est-à-dire base ACV plus des indicateurs complémentaires, mais sans grand détail. Et donc, le bilan qui sera fait par l'ADEME sera probablement un bilan d'étape, d'après ce qui nous a été dit en comité des partenaires. Deuxième rapport donc, qui est donc sorti, c'est celui de l'IDRI, qui pose la question centrale des visions qui sont sous-tendues par les métriques, celle également de l'inadaptation de l'analyse de cycle de vie à certaines échelles et à certains sujets. On a quand même de grosses difficultés puisque ça fait partie des travaux que nous avons menés à l'Institut. Ça fait plus de 4 ans aujourd'hui que nous sommes dans la construction des inventaires d'Agribalise pour l'État avec l'ADEME et l'INRA. Ça fait plus d'1 an qu'on a produit un rapport pour montrer un certain nombre d'angles morts vraiment très problématiques en ACV. Et en fait, le rapport de l'IDRI leur donne une autre perspective là-dessus, mais qui est vraiment très intéressante, qui rejoint à peu près nos constats, qui est le problème de l'approche produit. En analyse de cycle de vie, vous aurez toujours intérêt à rajouter un nouveau cochon breton en Bretagne. Voilà, par exemple, parce qu'on est vraiment sur une approche efficience
de la production et efficience en passant à côté de certains enjeux. Je vais y venir. Donc notamment, on a une absence de spatialisation des impacts et également une absence de rebouclage des cycles à l'échelle globale. Donc typiquement, sur un certain nombre d'enjeux de limites planétaires, les limites planétaires sont quand même un concept scientifique très consensuel, notamment les enjeux d'azote, de phosphore ou d'érosion de la diversité génétique. L'ACV passe complètement à côté du sujet et ne peut pas l'approcher, quelles que soient les améliorations de l'ACV. Donc, on a clairement des questions à instruire pour arbitrer des choix méthodologiques qui ne sont pas des questions qui peuvent être résolues uniquement par l'amélioration de l'analyse de cycle de vie. Ce rapport, par ailleurs, évalue la vision donc, qui est sous-tendue à la fois par l'analyse de cycle de vie, Agribalise, par l'EcoScore et par le Planet Score. Alors, pour vous brosser à grands traits, je vous incite vraiment à lire en détail pour ceux qui n'ont pas encore fait ce rapport, mais en clair, implicitement, même si ça n'est pas déclaré, l'analyse de cycle de vie et Agribalise oriente plutôt dans le sens de la poursuite de l'intensification qui est à l'œuvre depuis quelques décennies. L'EcoScore, avec évidemment des modulations, mais globalement est assez aligné avec ça. Et le Planet Score oriente vers un scénario qui a été décrit comme étant celui de la transition agroécologique. Raison pour laquelle, en fait, cette question du cap est au-delà de l'évaluation de ces trois méthodes de calcul. La question du cap qui doit être posée par l'État avant de décider d'une méthode d'affichage environnemental a été la question centrale qui a été posée en comité des partenaires la dernière fois, c'est-à-dire d'abord, on fixe quel est le cap de la transition qui est voulu, c'est-à-dire on explicite la vision souhaitée, et idéalement qu'elle soit consensuelle avec la société civile, et ensuite, on fixe une boussole qui doit orienter les actes d'achat dans ce sens. Ah, j'ai l'écran qui est bloqué. Je ne sais pas si vous le voyez défiler de votre côté, mais moi non. Non, là on ne le voit pas. Ça marche. Donc en fait, ce que quand même montre ce rapport et qui est important, c'est que quelles que soient les métriques utilisées, il n'y a pas de science neutre. C'est une chimère. Voilà. Donc voilà, je vous laisserai les slides de manière à ce que vous puissiez lire certains de ces extraits. Mais globalement, il faut construire d'abord une vision de référence du système agroalimentaire. Ne pas se contenter de l'ACV, ça c'est absolument impératif parce que ça ne résonne pas sur la quantité globale produite. Or, pour information quand même, le premier levier d'amélioration environnementale, ce serait déjà de revenir à un niveau de consommation énergétique qui est cohérent avec les besoins aujourd'hui, notamment dans les pays développés. C'est ce que disent notamment pas mal de chercheurs de l'INRA sur ce sujet, ceux notamment qui sont sur les enjeux de nutrition. On est sur des dépassements, tout le monde le sait, quand même assez majeurs de consommation globale énergétique. Le premier levier, ce serait quand même déjà de s'attaquer à ça, donc de raisonner sur les quantités globales produites, on pourrait dire également quantité globale consommée. De mobiliser le cadre des limites planétaires, ce que nous avons fait dans le cadre du Planet Score, et ça nous semble un peu le minimum pour dire comment est-ce qu'on évalue des indicateurs complémentaires hors ACV. Et puis, être bien clair sur le fait que, quoi qu'il arrive, bien que basé sur des éléments scientifiques factuels, par exemple, comme l'a dit Shafik, pour graduer un certain nombre de labels sur une échelle, après, le montant total de l'échelle par rapport à l'ACV, ce sont forcément des arbitrages politiques. Et ça, quelles que soient les personnes, les structures ou même l'État qui proposeront des indicateurs, ils s'exposent de manière très logique à la critique, incluant donc les pouvoirs publics quand ils le feront, s'ils le font, parce que ce sont forcément des arbitrages qui prêtent à controverse. Donc, par ailleurs, le cadre qui est proposé par la Commission européenne pour l'ACV est pertinent, mais pourrait certainement être rediscuté. Encore un point là-dessus, l'ADEME elle-même dit l'ACV est une méthode vraiment intéressante, mais elle ne prétend pas couvrir toutes les dimensions et toute la complexité des systèmes alimentaires. Donc là, on est bien clair. Et d'autres instituts techniques ou d'autres scientifiques, incluant l'INRA, que je n'ai pas rajouté ici en 2020, ont publié pour dire attention, l'analyse de cycle de vie peut conduire clairement à des conclusions paradoxales en termes d'impact environnemental. Donc on est quand même assez loin de l'image quand on dit l'ACV retranscrit les impacts environnementaux. Par ailleurs, ça c'est également issu d'un travail des instituts techniques agroalimentaires. Cette méthode ACV, notamment à des fins de comparaison de produits alimentaires de catégories différentes ou d'information du consommateur, doit vraiment être mobilisée avec la plus grande prudence. Je vous rajoute également quelques verbatim de l'ADEME il y a un peu moins d'un an pour dire que bien sûr l'ACV ne couvre pas tous les enjeux environnementaux du secteur, qu'elle ne rend pas compte du bénéfice des pratiques culturales ou d'élevage extensif et qu'il n'est pas envisagé du tout d'utiliser l'ACV pour faire de l'information au grand public et en tous les cas qu'il sera nécessaire de l'associer à d'autres indicateurs.
au niveau européen, puisque nous sommes beaucoup sollicités ces dernières semaines sur ce niveau-là. Les structures qui ont été mobilisées par la Commission européenne, notamment pendant 5 ans de phase pilote sur le PEF, qui est donc agribalise de la Commission, phase pilote qui s'est achevée en 2018, ont émis un rapport qui dit très clairement, LCA, donc l'ACV, a réellement des problèmes méthodologiques extrêmement sérieux et nous ne considérons pas que le PEF soit un outil de communication qui puisse être mobilisé ni pour la communication B2B, ni pour le B2C. Deuxième chose, et ça par contre c'est sorti il y a quelques jours seulement, le BEUC, qui est la Fédération européenne des unions de consommateurs, donc l'équivalent des UFC des autres pays, qui a produit donc ce rapport et nous ne les avons pas encore rencontrés, c'est bientôt prévu, mais donc ils ont fait ce rapport sans qu'on ait eu de contact, dit notamment que le PEF, donc cette méthode ACV, dans sa forme actuelle est vraiment inadaptée à l'évaluation environnementale des produits alimentaires et que les choix méthodologiques qui sont derrière la méthode favorisent implicitement certaines visions du système agroalimentaire et qu'en tant que tels, ils devront être ouvertement débattus. Pour rentrer maintenant dans la méthodo, plus clairement, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas dire que l'ACV comptabilise correctement les impacts environnementaux et à notre sens, en l'occurrence, le PEF ne peut absolument pas être mobilisé en l'état, c'est-à-dire tel qu'il sort d'agribalise. Premier élément sur la biodiversité, c'est quand même un enjeu majeur en lien avec l'agriculture. On a des rapports, notamment de l'IPBES, donc qui est l'équivalent du GIEC de la biodiversité, qui font des corrélations très claires entre les enjeux d'effondrement de la biodive et l'espace agricole, les pratiques agricoles. Donc ça, c'est pas l'ITAB qui le dit, c'est vraiment un consortium international d'experts. Là-dessus, l'ACV était conçue au départ donc, pour, en gros, l'industrie, pas du tout agroalimentaire et pas du tout l'agriculture. Ça, ce sont des efforts relativement récents en développement. Et en clair, ça répertoriait essentiellement les impacts écotoxicité eau douce, c'est-à-dire comment une usine de boulons, de frigo ou de papier impacte la masse d'eau qui est à proximité par ses rejets. Donc en clair, il y a une évaluation de comment ça impacte les batraciens et les poissons. Mais par contre, tout ce qui est vraiment lié à l'espace sol, c'est-à-dire ce qui fait le socle et la base de l'agriculture, par exemple la pédofaune, les vers de terre, en l'occurrence, mais pas que, les insectes, et notamment les pollinisateurs, mais là aussi pas que, les oiseaux, les petits mammifères, etc. Tous ces enjeux-là ne sont tout simplement pas dans l'ACV. Donc sans indicateur complémentaire, vous passez à côté de l'enjeu le plus important de l'impact environnemental. Deuxième point un peu focal, qui est la question des pesticides. Au-delà des enjeux impact écosystème, il y a également, vous le verrez tout à l'heure dans la méthode du PEF et dans Agribalise, 2 indicateurs sur 16 qui s'appellent toxicité humaine, cancer et toxicité humaine non cancer. Ce sont bien des indicateurs environnementaux, puisqu'il s'agit de santé environnementale. Ce sont des indicateurs consensuels, pas dans ce qu'ils produisent aujourd'hui, mais en tous les cas dans la nécessité de leur inclusion. Et ils sont aujourd'hui très, très sous-évalués et absolument pas à jour, on y reviendra. Troisième point, les métriques climat qui sont alignées avec l'état de la science. Donc, l'ITAB a produit un rapport l'an dernier là-dessus, sur la base d'Agribalise qui venait d'être publié, en disant attention, pour l'instant, aussi bien Agribalise que le PEF sont basés sur le GIEC 2006. Le GIEC a quand même pas mal publié, notamment en 2019, des facteurs d'émission. Donc ça, c'est sur l'enjeu notamment protoxyde d'azote, qui sont fort différents. Le protoxyde d'azote est quand même, alors d'après pas mal de publications incluant de l'ADEME, mais également une toute récente des services d'analyse du Premier ministre français, donc France Stratégique, publié en septembre. Protoxyde d'azote, assez lié aux engrais de synthèse, et le premier gaz à effet de serre en France, légèrement devant le méthane. Sur le méthane, on a également travaillé sur les enjeux PRG étoile. Là aussi, nous, on n'a vraiment aucun enjeu filière à défendre. Simplement, comme pour le reste, on a fait une revue de la bibliographie scientifique. On a interagi avec les équipes d'Oxford notamment qui ont publié sur ce sujet. Et également le rapport de l'IDRI qui fait état du fait qu'à l'échelle internationale, le GIEC ne favorise aucune méthode, ni le PRG 100 ni le PRG étoile, il y en a 2 sur la table, et qu'on doit choisir l'une ou l'autre en fonction des usages. Et il nous semble que compte tenu de l'usage qui est à date envisagé pour l'affichage environnemental, il est essentiel de tenir compte non seulement des pouvoirs réchauffants des gaz, ce qui est une base, mais également de leur durée de vie, et le méthane n'a pas la même durée de vie. Donc ça reste un gaz à effet de serre qui est très puissant, mais qui n'est pas à 30 fois comme dans le GIEC 2006, dans le PRG 100, mais plutôt à 8 fois. Donc je ne rentre pas là dans les détails, mais sachez qu'au global, ça ne change quasiment rien sur la note des viandes, ça représente à peu près 5%. Mais globalement, nous, on pense que scientifiquement, il vaudrait mieux partir sur ce type de métrique
quoi qu'il arrive. Et stockage de carbone dans les sols n'est pas prévu non plus dans Agribalise. Nous avons fait l'effort là pendant plusieurs mois de regarder ce que ça donnait de l'inclure dans Agribalise. Concrètement, comme Agribalise ne prend que de l'additionnalité et donc vraiment du flux, hein, c'est l'objectif de la CV, c'est très décevant, notamment pour les systèmes déjà stockants. Je crois que c'est quelque chose que le CS a plus ou moins acté dans ce qui nous a été dit le 17 novembre, c'est-à-dire que l'État aura probablement là aussi un enjeu d'arriver à restituer les questions de stock de carbone, donc pour valoriser certains systèmes qui stockent aujourd'hui, même s'ils ne stockent plus, hein, en différentiel. Et donc là, la question reste ouverte. Du coup, nous, on a prévu pour l'instant une boîte là-dessus et on laissera le soin à l'État de nous dire comment politiquement il souhaite remplir la valeur de cet indicateur. Ensuite, on est allé instruire d'autres sujets. Donc là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui le souhaitent, on peut bien entendu en discuter de manière très détaillée sur les enjeux ammoniaques, qui, pour information en élevage, sont de très loin le premier impact environnemental au sens de la CV, loin devant le méthane, le protoxyde d'azote, l'usage des terres, etc. L'usage des terres également, de la déforestation importée, etc. On est en train de s'attaquer à la deuxième ligne en bleu. Je ne rentre pas non plus dans les détails. Et puis, globalement, il faut quand même retenir que ce qui manque, c'est vraiment la vision systémique des grands équilibres et des limites planétaires. Donc, au global, avec le PEF, vous avez un outil qui vous donne deux plateaux de la balance. Un où il manque beaucoup d'externalités négatives et un deuxième plateau avec les externalités positives où il en manque aussi beaucoup, carbone ou biodiversité. Donc, forcément, vous arrivez, derrière, vous divisez par le kilo produit, vous arrivez à une valeur, mais globalement, c'est une valeur, vous pourriez l'approcher aussi finement avec simplement de l'efficience, c'est-à-dire des ratios de rendement, de productivité ou d'indice de consommation en élevage. Donc, on va dire que pour un impact environnemental, c'est quand même très, très court. Le rapport de France Stratégie dont je vous parlais à l'instant, qui dit en effet, donc ça rejoint ce que je viens de vous dire, qu'il faut d'abord proposer un cap clair de transition du système alimentaire vers la durabilité, et que cette transition écologique, elle concerne à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre et celle des intrants chimiques. Idem pour ce qui est du rapport qui est sorti à peu près en même temps, qui a été établi par WWF, Greenpeace et le BASIC sur l'étude des démarches de durabilité dans le domaine alimentaire, et qui rappelle en première position la question de la biodiversité, qui a bien une place centrale puisqu'elle entraîne en cascade en fait la durabilité sur tout un tas d'autres compartiments, sol, air, etc. Et également, il est précisé, donc je l'ai encadré là en bas de la slide, que globalement, ce qu'ils ont pu étudier montre que le potentiel d'impact positif est relativement plus faible sur la problématique climat, pour ce qui est vraiment des pratiques agricoles, hein, que sur celle de la biodiversité. Donc, l'enjeu climat, il est plus sur le shift alimentaire. L'enjeu biodiv, il est davantage sur les pratiques de production. Sur les défis méthodologiques, alors ce que je vais vous montrer là, je devrais l'enlever, juste ces slides qui arrivent, hein, l'enlever de la présentation qui sera transmise parce que nous sommes en train de publier. Nous faisons actuellement 5 publications scientifiques de manière à cranter ce qui est dans la méthodologie du Planet Score, sur la biodiv, sur l'ammoniac, sur les pesticides, sur l'enjeu gaz à effet de serre, etc. Donc, on ne peut pas publier dans des journaux à comité de lecture scientifique si on a déjà publié ces éléments-là ou si on les a déjà rendus publics d'une manière ou d'une autre, même si ce ne sont que des graphes. Donc, désolé, mais je vais devoir passer vite sur ces slides-là, mais simplement pour vous dire qu'on est allé instruire les enjeux de déforestation. Je vais juste vous décrire celle-ci, ce sera la seule. Correction du protoxyde d'azote avec les facteurs d'émission du GIEC 2019. Vous avez Agribalise, la base de données actuelle en bleu clair, et le recalcul des prairies, qui ont différentes modalités de pâture ou de fertilisation, à tous les cas prairies de la base de données Agribalise, avec la valeur recalculée sur le GIEC 2019 par le collectif Planet Score, en bleu foncé. Donc, on est sur des diminutions de 50%, ce qui est quand même pas rien. Je ne vais pas revenir sur la question de l'usage des sols ou du PRG étoile. Ceux que ça intéresse peuvent faire le tour du sujet PRG étoile, PRG 100 en 20 minutes à peu près dans un webinaire que nous avons organisé en juillet. Je pourrais vous envoyer le lien. Voilà, et sur les flux d'ammoniac, je ne vais pas y revenir, mais sachez que la barre en rouge, c'est-à-dire sur le total des impacts de l'élevage dans Agribalise, quels que soient les systèmes d'élevage ruminant ou monogastrique, allaitant ou laitier, l'essentiel des impacts, c'est d'abord l'ammoniac. Donc, en synthèse, de très nombreuses lacunes du PEF, beaucoup d'anomalies également. Et là, je ne rentre pas dans tout ce qu'on a dû corriger à la fois à l'amont et dans les recettes. Par exemple, il est assez difficile, très concrètement, de faire une recette de compote de pommes d'1 kilo avec 800 grammes de pommes. Enfin, le premier qui arrive m'appelle, mais c'est le genre de choses qu'on a pu voir dans Agribalise. Donc, on a fait aussi des corrections sur la partie ACV aval, de manière à avoir des recettes qui soient correctes pour faire nos scorings. Les données ne peuvent évidemment pas être mobilisées en l'état dans un scoring.
Et les correctifs ACV et les indicateurs complémentaires sont indispensables. Voilà, et pour la méthode, gardons quand même en tête que les 3 domaines de protection de l'ACV, donc ça c'est issu du PEF de la Commission européenne, c'est noté dans le JRC, donc c'est vraiment ce qu'il y a à l'échelle internationale pour l'ACV, c'est la protection via la protection de l'environnement, hein, la protection de la santé humaine au sens de santé environnementale, et c'est en fait le premier enjeu, la protection des écosystèmes qui est juste à côté, enfin vraiment très très peu derrière, et l'usage efficient des ressources, mais qui est clairement un enjeu qui est en troisième ligne. Donc le climat, c'est bien sûr très important et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais les marges de manœuvre sont un peu réduites et en tous les cas, c'est uniquement par le shift alimentaire, pas par les pratiques de production. Et puis, ce n'est pas une bonne approximation pour l'environnement global. Voici la base ACV du PEF, et donc c'est la même structure pour Agribalise. Vous avez 16 indicateurs midpoint. Donc là, c'est un extrait du JRC. Hein. Donc désolé, il est en anglais. Après, la slide est en français sur la suivante. Nous avons regroupé pour le Planet Score les enjeux indicateurs complémentaires en blocs qui font du sens à la fois pour les entreprises et pour les consommateurs. Donc, vous avez bien sûr le changement climatique en premier, la santé humaine donc, qui rassemble tous ces enjeux-là que vous voyez, incluant des choses comme radiation ionisante, etc., qui sont bien écrites santé humaine, dont aussi les particules fines. Hein, une partie de l'ammoniac impacte ici ce bloc-là. Tous les enjeux qui sont liés de près ou de loin à la biodiversité, notamment les enjeux eutrophilisation, mais qui sont très loin des enjeux de biodiversité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Écotoxicité, eau douce est ici. Et puis un quatrième et dernier bloc qui est l'usage des ressources, notamment les ressources fossiles, l'énergie fossile. Et donc nous mobilisons dans Agribalise, puisque c'est bien le socle de calcul du Planet Score, à la fois Agribalise pour toute la partie agricole amont, avec les corrections que j'ai indiquées tout à l'heure, voilà, qui sont indispensables. Et malheureusement, même si ces corrections sont consensuelles, c'est-à-dire que l'ADEME et l'INRA nous disent depuis 1 an que, par exemple, les facteurs d'émission de protoxyde d'azote vont être corrigés, que toutes les anomalies qu'on a détectées, notamment sur la déforestation, vont être corrigées, mais sauf que pour l'instant, ça n'est pas corrigé dans la base. Donc, nous avons une base de données qui est nettoyée, mais qui n'est pas celle qui est accessible en open data par l'État. Donc, nous utilisons la série agricole corrigée et la série aval ensuite d'Agribalise. Donc, par exemple, les pommes et puis ensuite l'aval de la compote de pommes pour avoir le scoring global d'un produit compote de pommes. Désolée, cette slide est un peu ingrate, mais c'est la seule. Donc, vous avez ici au centre le socle ACV. Donc, en fait, là, vous avez en français les 16 indicateurs midpoint qui étaient tout à l'heure dans le document du PEF. Donc, vous avez bien les blocs santé humaine, biodiversité, carbone, climat et ressources, avec à chaque fois les indicateurs midpoint ACV qui sont dedans. Ensuite, donc ce que j'ai évoqué rapidement, toutes les corrections ACV qui ont été faites par bloc. Donc tout ça est déjà fait, c'est-à-dire que le Planet Score part bien d'une base qui est nettoyée et où nous avons exclu. Alors on a un petit peu attendu que l'État donne son go là-dessus, mais ça a été fait donc au comité des partenaires du 17 novembre. Nous avons bien exclu les indicateurs de toxicité humaine. Et pour les mêmes raisons, nous on pense à ce stade, donc on va également le dire à l'État qu'il faut exclure l'écotoxicité eau douce parce qu'elle est constituée exactement des mêmes éléments qui ne sont absolument pas fiables, c'est-à-dire essentiellement par pesticides et métaux lourds à plus de 95%. Donc si on exclut toxicité humaine, on exclut aussi l'écotoxicité. Ces éléments-là sont déjà, je les présente en détail, mais sont déjà corrigés dans la base de données Planet Score voilà, sur laquelle donc, il n'y a pas plus d'éléments à travailler aujourd'hui. Et ensuite, on applique par bloc, et ça c'est vraiment très distinctif du Planet Score, on applique par bloc des bonus-malus. Donc je vais les prendre par la droite. Ressources, c'est un sujet qu'on a peu instruit, mais qui représente très très peu du scoring final sur la plupart des productions. Donc pour nous, là, il y avait assez peu d'enjeux. Les marges de manœuvre sont assez faibles en agriculture là-dessus. Donc premier bloc carbone-climat, sur lequel, alors je vous l'ai dit, on se réserve en haut, en fonction de ce que nous dira l'État, une possibilité d'avoir un indicateur complémentaire sur le stock de carbone, au-delà du stockage que nous avons mis en ACV, qui est en bas en vert. On veut bien, nous, rajouter un élément qui est un élément stratégique des pouvoirs publics politiques sur le stock de carbone. Ensuite, un malus qu'on a appelé, pour faire très court, saisonnalité, qui est sur la question des productions sous serre chauffée, énergie fossile hors saison, puisqu'aujourd'hui, concrètement, avec un calcul sur 100, une tomate en plein champ, c'est 99 points, et une tomate sous serre chauffée en plein hiver, c'est 97 points, donc les deux sont A++. Donc il n'y a absolument aucun moyen de discriminer pour un consommateur. Un malus déforestation qui impacte à la fois climat pour des raisons évidentes et biodi pour des raisons aussi évidentes. Un bonus appro hyperlocal
Là aussi, pour donner un signal pour les entreprises, puisque dans celles avec qui on travaille, certaines ont des appros dans des rayons de moins de 200 km pour les usines de transfo. Donc ça, c'est des démarches dont on pense qu'elles doivent donner lieu à un signal. Et puis un malus sur le transport, mais uniquement le transport par avion, puisque à notre sens, en ACV, on a globalement le transport. Par contre, le seul qu'on n'ait pas dans l'ACV, dans la Gribalise aujourd'hui, c'est le transport par avion. Deuxième bloc, la biodive. Et avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous comprendrez que c'est là qu'il y a le besoin de plus clairement d'éléments complémentaires, puisque c'est là qu'il manque quasiment toute l'image en analyse de cycle de vie. Un malus pesticide, on pourra y revenir. Je suis sûre que vous aurez des questions, donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Un bonus-malus sur les pratiques agricoles, donc qui permet de grader globalement en production animale et en production végétale aussi bien des labels ou des mentions valorisantes aujourd'hui reconnus par l'État que des démarches de progrès à partir du moment où on a suffisamment d'éléments de bilan et d'éléments quantitatifs clairs pour les faire valoir. Mais on est vraiment dans cet objectif-là aujourd'hui et c'est ce qu'on est en train de réaliser avec les entreprises. Je donne un exemple sur une filière, par exemple, fruits, Befriendly, un partenariat avec un distributeur, où sur la base des bilans de diminution de certains phytos, d'éviction de certaines molécules et de diminution du nombre de traitements, on peut calculer en Planet Score une amélioration assez claire du scoring. Donc là-dessus, on a travaillé notamment sur la méthode contrat avec l'INRA, sur la gradation, le quali-quanti des pratiques agricoles. Ensuite, donc le malus déforestation, le bonus-malus qui s'appelle Origine, mais qui est en fait sur la politique environnementale des pays d'origine. Et là, c'est pour répondre un petit peu à la question qui a été évoquée tout à l'heure. Oui, certains pays sont notoirement plus ou moins bons sur leur politique environnementale et une façon, alors approximative bien sûr, mais de dire le pays qui vient de ce pays-là, pardon, le produit qui vient de ce pays-là a quand même des potentialités d'être plus ou moins correct. Ça sera reflété dans ce bonus-malus. Donc ça, c'est sur l'échelle qui est basée sur la publication de Yale, qui score un peu plus de 200 pays, enfin tous les pays de la planète, sur la base de leur politique environnementale. Cette publication est refaite tous les 2 ans, mais en général, il n'y a pas d'énormes scoops sur l'évolution des politiques environnementales. Et donc, en fait, on normalise, c'est une échelle qui va de 0 à 100, on la normalise de -5 à +5. On a un malus OGM, là aussi c'est pareil, il y a un signal et c'est assez attendu de la société civile. Un malus sur les questions d'irrigation, alors pour faire très court, on l'appelait allaitiage, mais donc irrigation en période estivale sur des bassins en déséquilibre. Et puis un bonus-malus sur la question de l'emballage et du vrac. Pour terminer, sur la question santé humaine, puisqu'on a dû exclure la toxicité humaine, les 2 indicateurs du PEF qui ne sont aujourd'hui pas très bien renseignés, on applique également un malus pesticide de 5 points seulement pour restituer cet enjeu-là. Voilà en très court, et donc si on voulait vraiment résumer de manière très très synthétique, c'est ce qu'il y a dans le rapport de l'IDRI. Désolée, c'est en anglais parce qu'on a dû le présenter à l'international la semaine dernière. Mais vous avez là la comparaison entre l'éco-score qui prend le PEF tel qu'il sort et qui applique des bonus-malus que vous avez vu tout à l'heure avec Shafik, et puis l'éco-score qui raisonne par bloc d'enjeux de manière à restituer à la fois des leviers concrets et une visibilité par enjeu des améliorations possibles. Dernière chose sur les études conso, on a lancé au-delà des tests que nous avons pu faire en magasin, donc que je vous ai évoqué tout à l'heure, où on a pu constater que l'affichage agrégé, qu'on avait appelé Planet Score avec une note, mais qui pourrait s'appeler n'importe comment, a provoqué énormément, et quels que soient les profils de consommateurs et les enseignes, du recul et de la défiance. Il y a une très grande sensibilité à la probabilité élevée de greenwashing de la part des consommateurs sur le dispositif d'affichage. Donc clairement, l'affichage agrégé n'a pas été bien perçu du tout. Enfin voilà, je préfère le dire clairement, ça peut être débattu, mais et l'affichage composite a été très bien reçu, même par des consommateurs qui n'avaient pas les moyens de shifter en budget, par exemple, sur un produit, mais qui nous disaient, là, le fait qu'on me montre ça, d'abord, je suis sûre que ce n'est pas du greenwashing, et deuxième chose, j'ai vraiment l'impression qu'on prend le soin de m'informer pour de vrai, qu'on prend pour un adulte. Donc, en tous les cas, on a lancé un deuxième panel quantitatif via un panéliste totalement standard, c'est le plus gros panéliste européen, sur un panel représentatif de 1000 personnes, donc représentatif de la population française avec plus de 18 ans. Et on est à presque 50% de performance du Planet Score par rapport aux autres propositions qui sont sur la table. Deuxième chose, sur le premier panel qu'on avait fait au mois de juin, où on avait simplement demandé d'arbitrer entre un affichage agrégé, quel que soit son nom, et un affichage composite. C'est très clairement l'affichage composite. Et on a pas mal de réponses ouvertes également qui nous expliquent pourquoi. Et c'est pareil qu'en magasin. Ce n'est pas compréhensible, beaucoup de peur de greenwashing. Et puis, on n'a pas les données d'arbitrage quand on retourne le pack, contrairement au Nutri-Score.
Nutri-Score, on peut savoir si c'est trop gras, trop sucré, trop salé, etc. Quand on retourne le pack pour l'environnement, on n'a aucun élément sur les méthodes de production. Au-delà du panel représentatif 2000 qu'on a donc fait 2 fois, on a également lancé ce même questionnaire Internet ensuite dans tous les réseaux qui ont bien voulu le diffuser pour connaître les résultats sur leur communauté, donc UFC Que Choisir, WWF, FNE, Greenpeace, etc. On a plus de 10 000 réponses à ce jour et je vous confirme qu'on est évidemment sur ces populations-là, bien au-delà de 80, on est plutôt à 90%. Et les enseignements de l'ADEME et de l'INDRA sont convergents sur la performance de cet affichage composite. Je ne reviens pas sur les verbatims, hein, mais je vous enverrai la slide. Les gens nous disaient, voilà, là, je pense que vous prenez réellement soin de m'informer pour de bon. Les critères n'ont évidemment pas été choisis au hasard, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'objet de tests, notamment en magasin. Et on est globalement sur 4 critères qui sont hyper performants, en moyenne autour de 80%, voire un petit peu au-delà. L'enquête de Yuka, qui a eu le mois de juin, dit un peu la même chose sur la question des pesticides. Hein. C'est une attente prioritaire dans le cadre de l'affichage environnemental. Donc, sur cet enjeu-là, on est relativement clair. Et deuxième chose, je pense que là-dessus, vous avez vu également sortir la communication grand public qui a été faite par Carrefour la semaine dernière, qui montre, suite au test qui a été fait sur le drive de Carrefour, et au focus group qui ont été faits avec leurs clients sur cette base-là, que l'éco-score ne valorise pas certains critères qui sont considérés comme très importants par le client. Et donc, ce qui revient, c'est d'abord pesticides et bien-être animal. Donc, 2 enjeux sur lesquels le Planet Score est très bien positionné. Et depuis, donc Carrefour nous a appelé le jour même en nous disant, ça y est, on lance le score, du coup, le test sur le Planet Score. Donc ça, c'est dans la presse, hein, ce que je dis tout à fait public. Par ailleurs, pour les structures qui sont perçues comme légitimes pour calculer et attribuer ces scorings, ce sont d'abord, sans surprise, hein, plutôt les acteurs de la société civile, associations de consommateurs, ONG, associations de producteurs et collectifs de scientifiques. Ça, évidemment, dans les panels quanti, c'était envoyé en ordre strictement aléatoire à chaque questionnaire. Ce que je vous montre là, c'est la restitution statistique. Les ministères arrivent ensuite, et puis bien entendu, toutes les applis ou les acteurs privés arrivent tout à fait derrière, mais ça, c'est absolument pas un scoop, c'est tout à fait classique dans ce genre d'études. Donc, en résumé, le Planet Score n'est pas un score agrégé, n'est pas un score opaque. Je vous renvoie très prochainement sur le site internet là, qui va vraiment ouvrir normalement d'ici une semaine, 10 jours, avec toute la méthode que je viens de vous exposer en détail et qui a été bien sûr remise à l'état. On a presque 200 pages de rapport, dont la moitié malheureusement sont en annexe confidentielle le temps qu'on publie les 5 publications scientifiques que j'ai évoquées tout à l'heure, mais ces annexes scientifiques ont été remises à l'État, à l'ADEME et à l'INRA. Donc c'est un outil qui permet également de créer de la pédagogie de manière très immédiate, qui, pour résumer, est basé sur des ACV corrigés, puis complétés par bloc d'enjeux. Donc il n'y a pas de greenwashing possible, ni d'aléas sur les scores. Et dans son esprit, c'est vraiment un outil d'éco-conception. Donc aujourd'hui, en déploiement test depuis à peu près 3 semaines. D'abord, nous avons des échanges très nourris avec les entreprises qui nous ont contactés. Une fois de plus, nous n'avons fait aucune démarche. Aujourd'hui, on est plutôt donc à une 60aine d'entreprises, dont des très gros groupes coopératifs qui ont décidé d'engager des calculs sur des gammes très larges. On est actuellement à 2000 références scorées en 3 semaines sur la base de données précises qui nous sont transmises par les entreprises sur la composition de leurs produits. Et vous voyez là en dessous, alors c'est à titre illustratif, mais on publiera ça sur le site internet, par catégorie de produits, une analyse par quintile. La médiane est en bleu foncé et les quintiles au-dessus en dessous sont en bleu évanescent ou en rose évanescent. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec le Planet Score, actuellement, on a sur cette base-là, maintenant qui est très solide, une claire différenciation inter, mais aussi intra-catégorie. Vous voyez plutôt les produits viande qui sont à droite, les produits plus végétaux qui sont plutôt sur la gauche, mais globalement, quels que soient les produits, des capacités de différencier. Nous avons un niveau d'exigence très élevé sur la précision des données sources et sur le contrôle qualité des résultats. On est dans ce déploiement en démarrage avec Alchemix notamment, mais ça n'est pas le seul acteur du digital pour l'ouverture des champs. Donc ça, c'est en train de se faire, hein, c'est incessamment sous peu, ce sera fait avant Noël. On fiabilise les données avec les entreprises et pour nous, c'est vraiment un impératif de robustesse des scores. On ne fait pas de scoring sans que les entreprises aient donné suffisamment d'informations pour que ce soit réaliste. On souhaite donner de véritables orientations concrètes d'éco-conception et c'est ce qui est en train de se passer là dans les premiers dialogues qu'on a sur la restitution des scores. Et le coût d'implantation en rythme de croisière est extrêmement faible puisque dès aujourd'hui, on a terminé la phase de ramp-up sur les 2000 premiers, on est sur du scoring qui va plutôt très très vite.
Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, et pour illustrer la question de l'enjeu de fiabilité, je donne quand même ces éléments-là qui me semblent très importants. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas, avec le Planet Score, partir dans des éléments de ce type, qui commencent à poser problème pour les scores qui sont sortis en éco-score. Ça, c'est pour le même produit alimentaire, le même jour avec le même code barre. Et selon les applis ou les drives sur lesquels vous flashez ce produit, vous allez vous retrouver avec des éco-scores A, C ou D, par exemple. Donc ça, pour nous, ça nous semble problématique si on veut absolument que l'affichage environnemental existe et qu'il soit perçu comme justement fiable et déployable. Il vaut mieux déployer un petit peu moins vite, mais fiabiliser absolument les données. On a évoqué les œufs tout à l'heure. Je vous fais une petite illustration quand même sur les œufs. Donc ça, c'est sur le drive de Carrefour. Vous avez 2 références d'œufs de poules en cage, donc ils sont éco-scorés B toutes les deux. Il n'y en a que 2. Là, je vous fais un extrait intégral. Je ne sélectionne pas les références. Et ensuite, vous avez des œufs bio, là, par exemple, qui sont en A, très bien. Des œufs bio qui sont en C, je ne sais pas pourquoi. Des œufs bio qui sont en C également. Des œufs de plein air sans OGM, qui sont déjà donc de la très belle démarche de qualité qui est en D. Tout ça, évidemment, français, enfin, voilà. Et en carton. Des œufs plein air en C également. Des œufs bio sans OGM en D. Bon, bref, donc je ne rentre pas dans les détails, mais pour nous, ça, c'est problématique. Un œuf bio de plein air, globalement, c'est à titre illustratif, puisqu'on a besoin de données précises, mais on va dire en moyenne, ça sort plutôt comme ce que vous voyez en haut à gauche en Planet Score. Et pour des œufs de poule en cage, on sort clairement comme plutôt en haut à droite. Une fois de plus, il y a des modulos, il y a des démarches possibles, mais globalement, c'est ça. Donc pour nous, c'est quand même problématique aujourd'hui que l'éco-score soit sur des choses un peu plus hétérogènes. Je suis à nouveau bloquée. Je pense que ça va pouvoir avancer. Juste, on a pris un petit peu dans le retard. Oui, mais j'ai terminé, mais il y a des produits fruits qui arrivent. Si tu as bientôt terminé ou pas. J'ai quasiment terminé. Ok, super. Merci. Donc voilà, pareil sur des produits compotes, par exemple. Donc là, vous avez 2 produits compotes pommes. Vous voyez par exemple qu'une compote de pommes bio va se retrouver en B parce qu'elle est dans des pots en plastique et qu'une compote non bio, ça pourrait être autre chose, HVE ou à la place de bio. Mais bon, bref, une compote non bio qui, parce qu'elle est en pot en verre, se retrouve en A. Donc nous, là pour nous, l'incitation qui est donnée sur les systèmes de production n'est pas au rendez-vous. Sur le site de Colruyt, c'est un peu la même chose. Vous avez là du riz qui est donc bio en emballage plastique, donc qui est en B, un riz non bio qui est en emballage plastique, qui est en C, et le même riz qui passe en emballage carton et qui devient B. Voilà. En termes de segmentation, on pense qu'il y a mieux à faire que de simplement raisonner sur l'emballage pour faire changer les produits de catégorie. Idem sur les pâtes, par exemple. Donc B en carton conventionnel ou B en plastique pour du bio. Et idem sur les pommes de terre, mais la question se poserait exactement de la même façon sur les fruits. Vous avez de la pomme bio en A ici, et puis de la pomme tout à fait standard également en A. Ça sera assez difficile pour les consommateurs d'expliciter. On pourrait donner les mêmes exemples pour d'autres productions. Idem voilà, sur le miel qui est en B. Ou le comté, par exemple. Tous les fromages sont globalement très très mal scorés en éco-score. Nous, on a une vraie gradation. Alors évidemment, les fromages n'arrivent pas en A, ça c'est certain, et les viandes non plus. Les meilleures viandes en Planet Score sont C, mais tout le monde n'est pas en enfer. Donc voilà, fromage de chèvre qui est en E, qui soit frais ou pas frais d'ailleurs, ou affiné. Donc pour nous, ça c'est également problématique. Dire aux éleveurs tous les fromages de chèvre sont E, c'est quand même pas possible. Et bon, je ne reviens pas sur la question des viandes, qui est fort connue, mais globalement, quels que soient les systèmes de production, tout le monde se retrouve en E ou en D. Mais même de la race Salaire Origine France se retrouve en E. Donc ça, c'est une petite image d'Interbev, et ce n'est pas pour soutenir Interbev, c'est pour dire oui, il y a vraiment une question de végétalisation de l'alimentation, bien sûr, mais une question de dire vers quel système de production on oriente ce qui reste en élevage. Voilà. Et vous avez sur le site de e-commerce de Naturalia, si vous le souhaitez, quelques exemples. C'est la première entreprise qui a reçu ces scores, et vous voyez typiquement que même un jambon bio ne sort pas avec une bonne note, mais globalement avec suffisamment d'informations consommateurs pour faire le tri parmi différents produits au sein de la même catégorie. Voilà. Donc les fromages, pareil, non, en effet, où les produits crémiers ne sortent pas en A, même en bio. Et certains produits fruitiers, vous avez là des confitures, sortent pas trop mal. Bon, Biodive est quand même en B à cause des process aval de transfo dans Agrivalise. Et puis certains produits céréaliers sortent clairement pas mal du tout. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Sabine, pour cette présentation. J'ai essayé de faire
Oui, merci pour la présentation. Il y a deux questions, enfin je vois pour l'instant deux questions dans le chat déjà. C'est concernant la prise en compte du stockage de carbone, est-ce que c'est uniquement dans les sols ou aussi dans les arbres? Très bonne question. Mais ça, c'est des questions qui sont ouvertes depuis longtemps. Aujourd'hui, l'État a visiblement le souhait de valoriser la question du stock de carbone dans les sols. Donc, nous, ce qu'on a fait pour le stockage de carbone, c'est-à-dire le flux, on s'est basé sur le 4 pour 1000 et on a retranscrit par type de culture l'impact qui est dans ce rapport-là. Donc ça, on a pu le modéliser et c'est dans la base de données du Planet Score. Donc on a déjà inclus le stock ou le déstock d'ailleurs par type de production. Par contre, sur la question des vergers, par exemple, ce qui a déjà été pas mal discuté et ce que nous disent par exemple des gens de l'INRA, c'est oui, mais au bout d'un moment, en fait, les vergers, ils sont arrachés. Donc le stock réel de carbone dans des vergers à rotation en général relativement courte, franchement, voilà, assez moyen. Par contre, s'il y a du ligneux, des infrastructures agroécologiques supplémentaires, en bordure de parcelles, bien sûr, ça pourrait s'intégrer. Mais la question de l'arbre arboricole, souvent à courte durée, n'est pas franchement dans le panorama. Ok, merci. Et il y a une autre Répondre la fin question. mais... Oui. Ok. Pardon, Olivier? Non, je disais merci parce que j'avais pas de question. Tout dépendait Ok. aussi de la fin des vergers, mais ça, c'est pour en parler peut-être avec Stéphane. Merci. Et on a une autre question de François Viguier, qui nous a mis une capture d'écran du site Agribalise avec une mangue importée par avion et une mangue importée par bateau. J'imagine que c'est par rapport à ce que vous disiez sur le transport. Oui, j'ai cru entendre que le transport avion n'était pas compris dans Agribalise. Et en tout cas, sur les produits importés, les fruits exo, il est compris et c'est bien précisé quand c'est écrit. Donc, en fait, je réagissais par rapport à la pénalité sur les produits importés par avion, qui, de fait, discrimine 2 fois plus les produits par avion, vu que sur certains produits Agribalise, il est déjà pris en compte. Ouais, sauf qu'on prend Agribalise, comme le disait Shafik, générique. Donc en fait, on ne va pas prendre la valeur avec le transport. En fait, dans Agribalise, par exemple, vous n'allez pas prendre l'agneau de Nouvelle-Zélande importé en cargo, massifié, etc. Vous allez prendre la valeur d'Agribalise telle qu'elle sort en agneau générique. Et donc, en tous les cas, c'est quand même le brief qu'on a aujourd'hui de l'État. Et malheureusement, quand on fait du spécifique, ça devient un peu de la physique quantique, c'est-à-dire que souvent en ACV, plus on pense approcher de la précision et plus les marges d'incertitude deviennent absolument colossales. Donc, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est une réalité de l'ACV. L'ACV a réellement pas mal de problèmes méthodologiques. On n'est pas convaincu, nous, à ce stade. On a fait l'exercice et on est content de se dire qu'on a quand même un socle qui permet de différencier entre catégories. Mais concrètement, l'ACV est quand même un socle qui est extrêmement controversé pour l'alimentaire. Enfin, en tous les cas, pour la partie agricole de l'alimentaire. En fait, la partie aval, moyennant des corrections, peut être assez finement analysée parce que la partie aval, ce sont des process souvent industrialisés avec des économies d'échelle, etc. La partie agricole, qui est très en lien avec des contraintes pédoclimatiques, territoriales, etc., est très difficile à approcher en ACV et c'est un peu honnêtement chimérique de se dire que plus on va creuser et plus on va approcher la réalité avec l'ACV, à notre sens. Et là, il faut vraiment, pour nous, partir sur des approches quali-quanti, comme ce qui existe dans plein d'autres outils scientifiques, de manière à approcher les grands enjeux. C'est vraiment la méthode qu'on propose dans le Planet Score, et d'arrêter de se faire croire qu'on a encore besoin de 10 ans pour donner un outil d'orientation en affichage environnemental qui permette de restituer les grands enjeux aux consommateurs. Là, il faut aller vite. Je suis d'accord, mais se priver d'un calcul qui se base sur le transport et pas sur le système agricole. Bon, après, vous avez entendu une discussion précédente. Vous avez ma position sur le fait d'ajouter des objectifs, d'ajouter des bonus ou malus de façon subjective. J'avais une autre question par rapport. Alors, vous l'avez sûrement expliqué, et, enfin, j'ai dû zapper, mais sur l'indicateur pesticide, comment il est calculé? Non, je ne l'ai pas dit parce que j'étais sûre qu'il y aurait une question. Ah, Donc, voilà. première chose, les bonus-malus ne sont pas subjectifs. Enfin, c'est un peu ce qu'a dit Shafik tout à l'heure également. Ils sont indispensables puisque la méthode ACV elle-même, et ça c'est exact également dans les rapports scientifiques, est subjective. Elle est subjective aussi dans les pondérations qui sont appliquées. Donc attention, je le répète, il n'y a absolument pas de science neutre. La science n'est au service que des usages. C'est-à-dire si l'usage c'est de faire évoluer le système agroalimentaire
dans le sens de la transition. Quelle est la transition? Et après, en fait, il faut simplement axer les métriques, les outils sur le cap, voilà, on a juste besoin de la boussole. Sur la question du malus pesticide, aujourd'hui dans AgriBalise, vous avez globalement des choses qui sont plus ou moins, donc c'est essentiellement pesticides hein, sur la question tox et écotox. On a quand même 3 indicateurs sur 16 qui sont purement là-dessus. Vous avez des choses qui sont en moyenne à jour de 2010. Avec, vous pouvez imaginer des méthodes de quantification comme c'est les faire la CV, c'est-à-dire avec 8 chiffres après la virgule. On a l'impression que du coup on est très très précis parce qu'il y a 8 chiffres après la virgule, mais on est très précisément faux. Donc très concrètement là-dessus, puisque nous on a vraiment analysé cet enjeu-là pour voir tout ce qu'on pouvait faire. Vous verrez dans notre rapport au conseil scientifique, on a vraiment fait tout un tas de modélisation sur l'enjeu tox-écotox. Ça ne marche pas en ACV. C'est complètement obsolète. Vous avez là-dedans tout un tas de molécules en plus qui sont interdites, beaucoup de molécules autorisées qui n'y sont plus. Donc l'approche qu'on a prise avec notamment des chimistes qui sont spécialistes de la réglementation REACH, c'est d'établir une matrice donc, qui sera publiée en début d'année et qui sera donc non seulement publique mais gratuite, dans laquelle on liste plus d'un millier, je crois qu'on est à 1400, toutes les substances actives homologuées, qualifiées sur la base de la réglementation et des publications scientifiques non controversées. Donc on essaye de ne pas se positionner par exemple sur des choses qui sont encore en stand-by au niveau scientifique comme les SDHI, d'évaluer les niveaux qui sont des niveaux de danger qui sont posés par ces molécules selon la réglementation, parce que la réglementation a des catégorisations, et selon la biblio. Et ensuite de faire le lien entre les itinéraires techniques produits et ces molécules pour avoir des jauges à la fois sur santé humaine et sur l'environnement. Donc ça, ce sont des éléments quantitatifs basés sur de la science qui sont clairement mis à disposition et qui sont indispensables aujourd'hui hors ACV pour rendre les enjeux tox-écotox qui sont pris dans le texte. C'est un enjeu de crédibilité majeur d'ailleurs, à la fois de la démarche du Planet Score, mais globalement de l'affichage environnemental, puisque vous l'avez vu, et de manière spontanée, c'est-à-dire qu'à l'époque, le Planet Score n'était absolument pas sur l'étagère. Les consommateurs de Carrefour, les consommateurs qu'on a pu sonder, pas nous, mais le panéliste 2 fois, le sondage, la consultation de Yuka, il y a un véritable enjeu sur cette question des pesticides. Donc après, aux filières de se dire, est-ce que là-dessus, j'utilise ça réellement comme un outil pour justement pouvoir différencier sur les démarches de progrès, et dans ces cas-là, on donne quelque chose à voir, ou est-ce que je suis plutôt très réticent et je rentre en freinage? Voilà, c'est pour le dire très clairement. Mais pour nous, il y a un enjeu clair et cette demande-là, elle sera d'une manière ou d'une autre satisfaite. Pour les consommateurs, visiblement, ce n'est pas optionnel. Les prises de parole ont été très claires en comité des partenaires là-dessus. Ok. Merci beaucoup, Sabine. Alors, j'espère ne frustrer personne, mais comme on a pris du retard, je vous propose d'avancer. Et en tout cas, merci pour ta présentation et puis pour les réponses aux questions. Merci beaucoup. Ouais. Je vous en prie. Merci. Et donc, je pense que vous l'avez compris, mais donc le site internet va bientôt être lancé avec des exemples de scoring et puis tous les éléments de méthode. On a préféré là aussi fiabiliser, travailler avec les entreprises qui sont en démarche de progrès pour vérifier qu'on fine-tunait correctement, notamment nos indicateurs complémentaires sur les pratiques, voir qu'on arrivait par exemple à intégrer correctement ce que je vous ai expliqué sur l'IFRANI ou d'autres, l'agriculture de conservation des sols, etc., avant de lancer quelque chose dans la nature. Donc ceux qui ont des questions plus précises, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition pour répondre dans des réunions spécifiques sur les enjeux qui vous intéressent. Merci beaucoup.